On est passé d'une société, et on en sort encore maintenant, d'une société très patriarcale, où le père décidait de tout à la maison, la femme ne travaillait pas, elle n'avait pas le droit de voter, d'avorter, de divorcer, l'enfant avait juste le droit d'obéir, il fallait que ça file droit. Et donc tout ça était une autorité écrasante. Les enfants, c'était pas rare qu'ils soient battus, les femmes non plus. On sort quand même de quelque chose. C'est pas qu'il y a plus ça maintenant, bien sûr, il y a encore beaucoup de violence intrafamiliale. Avant, c'était monnaie courante. On ne s'en offusquait pas. On sort de cette autorité absolue, écrasante de l'homme, et en même temps, c'était une société qui était plus structurante, plus structurée. Dans le sens où on ne se posait pas la question du choix. Il n'y avait pas le choix. C'est pas que c'était mieux, loin de là. Mais il n'y avait pas l'angoisse inhérente au choix. L'angoisse, ce n'est pas une émotion, c'est un état. C'est un état qui peut être lié à plein de facteurs, bien sûr. Mais à titre d'exemple, ce n'est pas rare qu'au cours d'un suivi thérapeutique, en l'occurrence là mon approche elle est psychanalytique, les patients traversent des phases d'angoisse. Quand il y a les prémices d'un changement, quand les différentes parties de soi s'aménagent autrement et que certaines parties poussent vers quelque chose de plus vivant, eh bien il y a toujours l'autre partie qui veut conserver par sécurité ce qui est déjà en place. Et ça peut créer une tension entre des désirs, entre une culpabilité de réaliser ses désirs, par exemple, et qui mène à un état d'angoisse. L'angoisse du non-choix, mais l'angoisse aussi de ce qui tire d'un côté et de ce qui tire de l'autre. C'est un peu comme si une partie de soi disait j'ai envie de ça, je désire ça, je sens que ça vient, et l'autre qui dit ah mais non, surtout pas, change rien, on va surtout rien changer. Ça peut créer un état où on sent dans la poitrine, c'est oppressé, etc. Et c'est pas rare que je dise à un patient mais peut-être que vous angoissez parce que vous avancez dans le fond. Il y a des choses qui se délient, un côté qui dit non, surtout pas, et l'autre qui dit mais oui. Et donc, est-ce qu'il y avait angoisse ou pas? Quand c'était des sociétés patriarcales, il y avait certainement du stress, il y avait de l'horreur, il y avait de la terreur, il y avait en même temps de l'habituation, hein, ça c'est complexe tout ça. Mais il n'y avait pas le choix de se posait moins. J'y étais pas, hein. J'ai 48 ans, mais j'étais pas quand même dans les années 50, donc je sais pas très bien évidemment comment ça se vivait réellement, mais enfin on peut imaginer cette atmosphère lourde de soumission, et en même temps peut-être qu'on peut imaginer qu'il y avait plus de choses un peu morbides dans le fond. Si le désir n'a pas sa place, comment on fait pour vivre vraiment? Est-ce qu'on survit pas? Après, il y a eu évidemment la révolution de la femme qui s'est levée pour respecter sa dignité, pour acquérir sa liberté, pour la faire valoir, et heureusement. Et je pense que la femme sera toujours un peu sujette à se battre pour sa liberté. Il faut que les hommes puissent l'y aider aussi. Et puis il y a eu la psychologie de l'enfant avec Dolto qui a révolutionné les choses en disant l'enfant n'est pas qu'un être soumis, c'est un être qui est capable de penser, une pensée propre, qui est capable d'émotion. Dolto a commencé à parler au bébé, à enseigner qu'on pouvait parler au bébé, qu'il pouvait recevoir cette intention. Il y a eu Winnicott aussi, psychanalyste, qui a eu un impact énorme dans le développement de l'enfant. Nous sommes arrivés dans une société plus encline à la possibilité du choix, et en même temps, souvent, avant de pouvoir trouver la voie du milieu, il semblerait qu'on soit obligé de passer par l'autre extrême. En remettant en question le patriarcat, et encore une fois c'est une bonne chose de remettre en question la domination suprême du masculin, on a peut-être omis de repenser ensemble, femmes comme hommes, la place de l'homme. Je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas un peu tué le père symbolique? Alors je parle pas nécessairement du père réel, qui dans beaucoup de situations a pu être dénigré, humilié, subtilement parfois. Hein. Ça peut être une mère qui dit à son enfant ouais, ton père a encore pas payé la pension alimentaire. Hein. Enfin bon, avec celui-là... Vous voyez, il y a des petites choses comme ça, des confidences qui se font. La femme fait beaucoup aussi. Elle pense beaucoup de choses, puisque ce qui a été une révolution aussi, c'est que la femme a commencé à travailler. Donc, on ne peut pas lui en vouloir
de demander que le père se repositionne. Parce que avant, les rôles étaient définis. Le père s'occupait de l'extérieur et la femme de l'intérieur. Et l'enfant suit. Maintenant, tout est à repenser. Il faut que la femme se défende, qu'elle défende leurs droits. Toujours être vigilante à ça. Il y a encore beaucoup trop de violence infligée aux femmes. Et malheureusement, c'est souvent des hommes. Déjà, ils ont la force physique qu'on n'a pas. Mais quand on pense aux abus sexuels, que ce soit sur les femmes ou les enfants, ça reste quand même un pourcentage qui est prédominant chez les hommes. Mais je crois qu'ensemble, ces deux pôles, c'est l'homme et la femme, il faut qu'on puisse repenser la place de l'homme qui peut-être aussi a été un peu perdu dans ce rôle de père, qui n'est plus un rôle qui va travailler pour amener de l'argent et assurer la sécurité financière de la famille, mais qui est un rôle qui s'est élargi. Nous sommes égaux en dignité humaine et il n'en reste pas moins que nous sommes différents, complémentaires. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut penser ensemble, de manière singulière, dans chaque ménage, dans chaque couple, les fonctions de chacun pour qu'il n'y ait pas d'écrasement dans l'autre sens non plus. Si on passe, si vous voulez, dans une société matriarcale toute puissante, je dis pas qu'on y est, mais si. Et que le père est complètement écrasé dans sa fonction symbolique, c'est-à-dire le fait qu'il représente, je parle pas du père réel, mais le fait que cette fonction symbolique représente la loi, la règle. Il ne s'agit certainement pas de sous-estimer cette fonction-là, parce que l'enfant, et tout humain d'ailleurs, a besoin de se référer à des limites, parce que le monde est chaotique, parce que chaque être humain est différent et que l'expérience humaine est frustrante. Personne ne réalise tous ses désirs, tous ses besoins à tout va. On compose avec un réel qui amène des frustrations. Il faut qu'il y ait un cadre pour que l'enfant puisse s'y cogner, qu'il puisse tester aussi ses contours. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Qu'est-ce que je peux faire avec l'autre? Quelles sont les limites de mes parents aussi? Il n'y a pas de parents parfaits, certainement pas. On ne peut même pas créer un modèle de parent parfait. Je crois qu'on serait en désaccord de toute façon pour le faire. Winnicott disait il y a des parents suffisamment bons. Que le parent ait des limites parce que nous sommes dans des vies rapides. Il faut faire tout vite, on travaille, on est épuisé. On termine le travail, hop, il faut s'occuper des enfants, de la cuisine, du ménage, de penser à tout ce qu'on doit faire. Bon, parfois, le parent est défaillant, oui. Il va être moins patient, il va avoir des limites. Eh bien, il faut qu'à la fois on trouve cette voie du milieu qui est j'essaye quand même de ne pas déborder toutes mes frustrations de la journée sur mon enfant. Il faut aussi que l'enfant puisse apprendre qu'il ne peut pas tout faire et qu'il doit se plier aux règles de la maison. Et cette fonction du père, il faut qu'elle soit sauvegardée, du père symbolique. Elle représente la limite sécurisante. Est-ce qu'une femme peut jouer le rôle de père symbolique? Alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, effectivement, une femme peut tout à fait jouer cette fonction du père symbolique, puisqu'on parle de la symbolique de la limite. Le père réel ou la mère réelle, c'est la personne concrète qui va avoir ses qualités, ses défauts, ses manquements, ses failles, ses plus, ses ressources. Et puis il y a la fonction symbolique dont j'ai donné un aperçu, et puis il y a le parent imaginaire. L'enfant va investir le parent de tout ce qu'il va imaginer. Donc ça peut par exemple être un parent qui est décédé et dont l'enfant, à partir de ce qu'on lui en a raconté, à partir de ses propres fantasmes, va l'investir aussi. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu leurs parents aussi. Et il n'en reste pas moins qu'il va quand même y avoir ce parent imaginaire. Donc avant, dans ces sociétés patriarcales où il y avait l'institution autoritaire de l'église, par exemple, si ça n'allait pas, on n'allait pas voir un psy, on allait voir le curé pour qu'il nous dise, pour qu'il nous écoute, puis il nous dise « Ah mais ça c'est bien, ça c'est pas bien ». On fonctionnait beaucoup avec la culpabilité, je pense. Et donc il y avait beaucoup plus de structuration névrotique, probablement. C'est-à-dire des structures psychiques, il y avait l'instance de la culpabilité, de la loi, de on peut faire, on peut pas faire. Si je fais ça, je vais être en enfer, ça va être grave. Et donc avant, le problème du choix, il y avait moins de conflits internes, je pense. Parce que tout était prédéfini, colmaté. Alors que maintenant... on a le choix. Alors, on peut se croire dans une illusion de liberté aussi. C'est important, ça, la liberté. Parce que c'est quoi la liberté, finalement? Est-ce que c'est de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut? Parce que, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quels sont nos véritables désirs? Est-ce qu'on fait quelque chose par pulsion, par réaction à quelque chose? Oui, mais alors, c'est pas la liberté. C'est de la réaction. Est-ce que je veux être complètement différent de ce que ma mère a fait? Oui, peut-être. C'est un désir, mais peut-être c'est une réaction. C'est quoi être libre? C'est peut-être se découvrir pour connaître, pour connaître, pour donner naissance
à ce qui est en soi de singulier et qui pousse à se réaliser. J'aime bien cette phrase qu'une patiente m'a partagée un jour, qui est une citation « Il n'y a pas de vent défavorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont ». C'est bien parfois les phases où on ne sait pas où on va, où on est perdu, même si c'est très désagréable, c'est très pénible. Parce que ce sont des moments justement où on peut se découdre des conditionnements pour les réinterroger et pourquoi pas les reprendre ou bien s'en libérer. Ça passe par des phases où quand on se découvre, on est tout nu et c'est pas très agréable. Mais c'est pour pouvoir se mettre des habits, ou plutôt pour pouvoir s'habiter autrement. Donc l'angoisse, c'est la tension entre ce qu'on veut devenir et ce qu'on craint de perdre. Pas une ennemie, elle est plutôt le seuil de quelque chose. Donc il y a eu un changement dans la société. Oui, la place du père symbolique a changé, la place de l'homme a changé. Donc il faut pouvoir réinventer. Et la place de la femme et la place de l'homme. Sans cesse, il faut pouvoir se réinventer. Nous sommes confrontés aussi, du coup, à des souffrances qui sont plus de l'ordre, qui sont moins liées à la culpabilité et qui sont davantage, selon moi, des souffrances liées à l'absence de sécurité, d'illusion parfois de sécurité. Encore une fois, c'est pas un mal, on va peut-être se diriger vers encore autre chose qui sera bien. Mais il faut qu'on réinterroge en fait ces sécurités, ces références. À quoi je m'accroche en fait dans les tempêtes, quand tout va mal, quand je sais plus. C'est très désagréable d'être dans une angoisse en même temps, même si elle peut être salutaire à un moment donné. Puisqu'on dépend moins d'une autorité religieuse, d'une autorité familiale, patriarcale. Peut-être qu'on est amené à repenser quelles vont être nos références alors, parce qu'on en a besoin, parce que c'est pas facile l'expérience humaine. Enfin, moi j'ai longtemps été angoissée du fait de n'avoir de certitude sur rien. Je suis quelqu'un qui doute de tout. J'en ai découvert la force de l'humilité, avoir un profond respect pour la réalité de chacun. Même s'il y a des choses qui m'horripilent, évidemment. Mais ça n'empêche que même si je n'ai de certitude sur rien, je n'ai pas dit que je ne croyais en rien. On a toujours des croyances d'ailleurs, parce que peut-être on peut y revenir plus tard, même ne croire en rien, c'est toujours croire en quelque chose. Mais donc dans cette incertitude que j'ai longtemps mal vécue, parce que ça m'angoissait beaucoup, j'ai découvert des valeurs. Et les valeurs, c'est quelque chose qui est différent des croyances. Les croyances, ça bouge, c'est-à-dire on va penser ça aujourd'hui, on peut penser autre chose le lendemain parce qu'on a eu un échange intéressant, nourrissant, on a lu quelque chose, ça bouge. Je crois ça, oui, mais en fait je pense que ça, oui, mais finalement, ça bouge. On peut avoir des croyances très tenaces parce qu'il y a eu un conditionnement intergénérationnel qui nous amène à avoir telle croyance, ça peut être très tenace. Mais à mon sens, ça prend sa source différemment que les valeurs. Les valeurs, à mon sens, elles prennent leur source dans quelque chose de plus intime, dans l'expérience. Une de mes valeurs, par exemple, parce que parfois les exemples, ça aide à mieux visualiser, c'est que si on me fait du mal, même de manière sidérante, je vais bien sûr me protéger, je vais pas accepter, j'en ai parlé assez dans mes autres vidéos, mais je vais pas faire du mal en retour. Ni pour le soulagement que ça peut apporter temporairement, ni pour la jouissance de le faire parce que voilà, c'est bien fait. C'est un alignement en fait, les valeurs, je crois. À la fois intellectuellement et dans l'expérience du cœur et dans l'émotion, je suis alignée par rapport à ça. Là, par contre, il n'y a pas de doute, quoi. Je sais que faire du mal, ça ne sert à rien, ça ne sert pas la cause en laquelle j'ai foi. Je crois que c'est ça, les valeurs sont liées quelque part peut-être à la foi dans quelque chose. Et moi, ma foi, et je vous la confie ici, c'est la joie profonde de toute l'humanité. Alors sans prétention, parce que j'ai pas de clé, j'ai pas de vérité. Loin de là, je vous disais, j'ai des incertitudes sur tout, moi. Mais il n'empêche que quand je partage ma foi à des amis ou des choses qui me tiennent vraiment à cœur, alors là, vraiment, ça me procure une joie profonde. Parce que il y a un alignement de quelque chose qui me paraît juste dans mon cœur. Et à ce moment-là, il peut bien sûr y avoir des désaccords, des choses, mais ça n'atteint pas cette valeur, parce que ça vient du cœur. Mon maître bouddhiste disait souvent,
C'est le cœur qui est important. Et bon sang, qu'est-ce que ça me parle? Moi qui ai prôné l'intellectualisation pendant des années, et j'adore les exercices d'intellectualisation, j'adore quand on a, toi et moi, des discussions d'abstraction intellectuelle ou avec des collègues psychanalystes, j'adore ça. Mais je suis jamais sûre de rien. Bon, c'est ça qui est gai aussi, hein, sinon on s'ennuierait. Mais donc tout ça pour dire que les croyances, les valeurs et la foi sont encore des choses qui peuvent être interreliées, mais qui sont pour autant différentes. Pour en revenir à l'angoisse des jeunes et des adultes aussi, on transforme la société qui n'est plus une société hiérarchique autant qu'avant, de patriarcat, d'institutions religieuses, on remet tout ça en cause. Ce qui serait bien, c'est qu'on transforme la révolution en évolution. Quelle serait-elle cette évolution? Quelle serait-elle cette évolution? Je ne sais pas. Il faut qu'on pense ça ensemble. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Enfin, finalement, pour moi, l'intéressant, c'est pas tellement de tourner des vidéos, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir le retour aussi des gens, qu'ils soient négatifs ou positifs. Alors, quand c'est négatif pour rien, juste parce qu'il y a des gens qui aiment bien déverser un peu leur agressivité, bon, voilà, grand bien leur face. Quand c'est négatif parce que désaccord, c'est pas pour autant désagréable, ça peut être très intéressant, moi ça me fait réfléchir. Quand c'est positif, ça fait du bien aussi qu'il y ait un écho, mais on pense ensemble les choses. Ça serait ça peut-être l'évolution, à mon sens. C'est qu'on apprenne à joindre nos différences pour penser ensemble à un bien collectif. Aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? On se retrouve peut-être dans une société davantage avec des confusions de rôles. L'enfant n'est plus l'objet qui doit obéir, mais il est devenu peut-être dans beaucoup de situations, un tentacule narcissique de son parent. Alors encore une fois, le narcissisme, c'est pas pathologique, hein, c'est l'amour de soi. C'est une étape normale du développement de l'enfant. Et on a tous des manquements. Donc c'est pas parce qu'on a des failles narcissiques que pour ça, on est pathologisé, pas du tout. Nous sommes troués de manques et c'est bien pour ça qu'on se lie aux autres. Parce que si on n'avait pas de failles, si on n'avait pas de manque, mais comment est-ce qu'on pourrait se sentir touché par l'autre? Comment est-ce qu'on pourrait toucher l'autre? Je crois que les rencontres amoureuses, elles se font peut-être à partir de ces points-là aussi. Si on n'avait plus de manque, qu'on n'avait plus besoin de rien ni de personne, et qu'on était dans cette illusion de toute puissance, alors est-ce qu'on se lierait encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des confusions de rôles. Moi, j'ai des adultes souvent en consultation. J'ai donc des enfants devenus grands et qui me racontent bien sûr leurs histoires. C'est fréquent qu'il y ait des climats incestuels. Je ne parle pas d'abus sexuels, bien que ce soit extrêmement fréquent. Mais sans parler d'abus sexuels, il y a des abus psychiques, et très subtils parfois. Mais il y a beaucoup d'adultes qui n'ont jamais vraiment grandi, et qui pourtant donnent le change. Hein. Exemple d'une femme avec une symbolique de pouvoir, hein, qui a bien réussi sa carrière, qui impressionne par un certain prestige, etc. Et qui, pour autant, à la maison, va raconter ses problèmes professionnels à table. Alors je ne dis pas qu'on ne peut jamais raconter ce qui se passe au travail à table et prémunir les enfants de tout, et je ne le fais pas non plus, bien sûr. Mais tout est une question de proportion à nouveau, hein, de nuances. Il ne faut pas cliver les choses et les découper en tout bon, tout pas bon, non. Mais à partir du moment où on ne protège pas du tout l'enfant, on ne met pas du tout de filtre, si c'est récurrent, comme je disais tout à l'heure, oui, alors... ton père, il n'a pas payé la pension alimentaire, j'en ai marre. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, hein, si ça continue on va se retrouver sous les ponts si ça continue. Et il faut que tu lui dises à ton père, hein, parce que moi, j'en ai marre. Et c'est moi qui toujours endosse tout. Et lui, il fait jamais rien. Ça peut être le sens inverse, hein, le père qui dénigre la mère. Ça peut être plus subtil. Hein. C'est le cas de figure du parent copain-copine, quoi. L'enfant n'est pas un copain ou une copine. Il n'a pas la maturité psychique pour pouvoir absorber les histoires amoureuses de son parent, les histoires financières de son parent, et pouvoir les intégrer sereinement dans son psychisme qui est en train de se former déjà une image de lui-même. Enfin, je veux dire,
En plus, l'enfant, il est inquiet pour son parent, puisqu'il dépend de lui. Donc si son parent va pas bien, il faut qu'il le sauve, parce que si son parent meurt psychiquement, mais lui, il va mourir aussi. Alors évidemment, tout dépend des cas singuliers, des enfants singuliers, mais en gros, pour grossir le trait, bien sûr, un parent a le droit de pas aller bien, évidemment. Je suis pas en train de dire qu'il faut être des chats GPT de parents, mais filtrons un minimum, essayons de nous contenir. Et ce que je dis souvent, c'est que le plus bel héritage qu'on peut offrir à nos enfants, c'est pas un emprunt hypothécaire avec une maison qu'on va lui léguer, c'est le travail qu'on va faire sur nous-mêmes. Parce que il y a des choses qu'on reproduit par transmission intergénérationnelle. Et tout ce qu'on va travailler sur nous-mêmes, on fait le déblayage pour notre enfant. On va être plus amène à être vraiment présent à lui. C'est-à-dire accepter que le petit être qu'on a devant nous, c'est pas nous. C'est pas un prolongement de nous-mêmes. Je me souviens quand j'étais enceinte, on me disait « Ah, mais ça te fait quoi? C'est quand même la chair de ta chair. » Et c'est vraiment une phrase qui m'a jamais parlé, personnellement. Je peux comprendre, hein, je peux imaginer. Mais il m'était essentiel, dès le départ, de considérer que j'allais découvrir l'âme qui allait naître à la vie à travers mon corps. Il y en a d'ailleurs qui disent ah bah tiens, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un mini-toi? Voilà. Alors c'est flatteur, c'est renarcissisant, puis ça fait plaisir aussi. D'ailleurs, souvent on demande à qui il ressemble, tu trouves pas qu'il a mes mains, tu trouves pas... Parce qu'on a besoin de ça, c'est humain. Hein. On a besoin de s'identifier, de s'attacher aussi, ça fait partie aussi de l'attachement. Mais c'est bien de garder en vue que, en réalité, c'est pas un mini-moi, c'est pas un mini-toi. C'est le mystère, quoi, qui est à venir. C'est une singularité, quoi. Ça, c'est déjà un respect, je trouve. Mais donc, il y a des confusions de rôles où l'enfant va rembourrer les manques narcissiques du parent. Donc, il y a une confusion dans quoi exactement? L'enfant... D'abord, quand il est bébé, il croit qu'il est un prolongement du corps de sa mère. Bon. Et puis, petit à petit, il apprend qu'il est séparé de sa mère, de corps. Et puis, le psychisme se sépare aussi progressivement. Il y a un jeu qui se construit. Hein. Mais s'il y a un parent qui transfère à l'enfant qu'il faut qu'il pense comme elle ou comme lui, ou qu'il faut qu'il ressente comme elle, alors comment est-ce que l'enfant peut se construire une identité bien à part, bien distincte, avec une légitimité dans ce qu'il ressent? Il y a des parents comme ça, hein, plein, qui vont dire « Mais enfin, comment est-ce que tu peux penser ça ?» Ou « Oh, t'exagères. » Ou « Oh, ça c'est bien toi, ça. » Mais ça, c'est bien toi un peu de manière dénigrante, qui fait passer que si on pense pas comme le parent, alors c'est pas bon. Tu vois, ça peut être subtil, hein. Des injonctions. Il faut être le meilleur en sport, à l'école. Et du coup, l'enfant peut avoir vraiment une grande difficulté de se soustraire du désir de son parent. Et donc, qu'est-ce que le parent véhicule comme exigence, comme injonction, à partir de son manque à lui, à l'enfant? Et c'est pour ça que je disais... Quand on travaille sur soi, c'est le plus bel héritage qu'on peut donner à son enfant. Parce que je pense que tous parents, on transfère à nos enfants des désirs inconscients. Parce que nous aussi, on a un enfant imaginaire, un enfant fantasmé. Et encore une fois, il n'y a pas de parent parfait. Moi aussi, j'ai pu fantasmer mes enfants, et puis il y a l'enfant réel. Et il y a un décalage entre les deux, évidemment. Comment est-ce que je vais gérer les déceptions, les frustrations par rapport à ce décalage ? Comment est-ce qu'on va ne pas faire payer à l'enfant sa singularité, même quand ça n'abonde pas dans notre sens? Mais ça, c'est super important, ça, parce que c'est offrir à l'autre, à l'enfant, à l'autre, à son conjoint, la liberté d'être lui. Est-ce que ce n'est pas un visage de l'amour de l'autre, cela? Parce que l'important, dans le fond, c'est pas de savoir si on est aimé ou pas. Un homme qui bat sa femme, il va dire qu'il l'aime. L'important, c'est de savoir de quelle manière est-ce qu'on est aimé. Est-ce qu'on est aimé par une mère qui va dire « Oh, tu sors ce soir, tu m'abandonnes. » Bah oui, hein, t'as de la chance, t'as des copains, des copines, moi j'ai personne. Qui va culpabiliser son enfant d'être heureux. Elle l'aime, mais de quelle manière? Comment est-ce qu'on peut travailler sur soi de manière à mieux s'aimer soi, pour mieux aimer l'autre? Mieux aimer. Pas aimer, mieux aimer. Comment est-ce qu'on peut donner la sécurité à son enfant, justement? Beaucoup d'amour et de limites, c'est le titre d'une autre vidéo que j'ai faite. Parce que si on a cette chance d'être aimé inconditionnellement, c'est magnifique. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Parfois j'ai envie de dire, alors, ne vous définissez pas par cet amour conditionnel.
parce que vous êtes d'abord l'enfant du mystère de l'univers. Vous êtes l'univers d'abord. Pour tous ces êtres humains qui n'ont pas eu ce cadeau d'être aimés bien aimés, avec une force infinie, pour tous ceux qui n'ont pas pu vivre ça, il y en a beaucoup. D'abord de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Aussi de savoir que rien n'est déterminé et que nous pouvons transformer des choses. Ce qui nous rassemble tous, à mon sens, c'est la dignité de la vie. Non pas la vie qui est en nous, elle n'est pas en nous, elle est où? Je sais dans quelle cellule de mon corps elle est la vie, j'en sais rien, dans tout. Parce que nous sommes la vie. C'est pas rien ça quand même. Nous sommes la vie dans son mystère plein. Et donc par-delà ce fait même, c'est sacré. Je disais tout à l'heure, moi j'ai de certitude sur rien, je doute de tout. Il n'y en a peut-être qu'une que j'ai, une certitude, c'est que l'infini est amour. Et que même si on n'a pas eu la chance d'avoir de suffisamment bons parents, il n'en reste pas moins que nous sommes cela, l'amour. Parce que la colère, elle est nécessaire pour se rebeller, elle est nécessaire pour se protéger, elle est nécessaire pour se lever, pour s'indigner. Et il y a des causes qui nécessitent cette indignation. Je pense en particulier justement aux violences faites aux femmes, aux enfants. Mais il n'en reste pas moins que rester dans la colère en permanence, ça devient du poison. Ça nous laisse coller à l'autre. Et à un moment donné, il faut que ce soit un levier et pas un marécage dans lequel on s'embourbe. Pas un marécage dans lequel on prend jouissance pour remplacer un vide existentiel. Alors on me dit souvent, oui, le monde va plus mal qu'avant. Moi, je pense pas du tout, parce qu'il faut juste se rappeler qu'avant, on mettait quand même des hommes dans des arènes pour se faire bouffer par les lions, dans des combats, et c'était des spectacles, hein, on payait pour ça. On violait les enfants, hein, ça a été puni par la justice, je crois en 1791 en France, je pense. Mais bon, sinon, on pouvait se les trinquer facilement, hein, c'était... voilà. Les chiens... étaient à l'extérieur, on ne les faisait pas rentrer dans les maisons. Maintenant, il y a des associations pour enfants, des associations pour la protection des animaux. Il y a des associations de protection, de SOS suicide. Il y a une évolution de conscience. Comment est-ce qu'on peut avoir conscience de quelque chose, puis tout à coup ne plus avoir de conscience de cette même chose? C'est pas possible. Mais on est au courant de plein de choses. Et donc, ça peut donner l'impression que le monde va plus mal, mais simplement parce qu'on est connecté à toute la violence du monde, alors qu'avant, c'était juste dans le village et le voisin d'à côté. À l'époque, quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient « Ah, mais tu t'en fous, toi, de ce qui se passe dans le monde ». Je m'en foutais pas. Je m'en foutais tellement pas que j'étais incapable de regarder le journal parler. Ça me submergeait. Et donc, je pense qu'il faut filtrer. Et en même temps, je trouve ça génial. Qu'on soit au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire. Je viens de dire, je mets des filtres, mais en même temps, c'est bien de pouvoir aussi s'informer. Parce que, d'abord, on s'inspire d'une nation par rapport à l'autre, que ce soit dans le contre-exemple ou dans l'exemple. Et puis, on n'est pas seul, on voit bien qu'en fait, je crois qu'en tant qu'être humain, on a parfois l'impression que, on entend ça souvent, ah, avec ma vie, j'aurais pu écrire un roman. Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je crois qu'en fait, on a tous souffert atrocement à un moment donné ou à un autre. Peut-être filtrons, mettons, je sais pas moi, scrollons vers médias positifs aussi de temps en temps pour voir ce qui se fait de bien. Parce qu'on a besoin de se nourrir de lumière aussi. Sinon, comme ça, on élève notre état de vie. Parce qu'on peut avoir 90 ans, 90 ans pour les Français, et avoir un état de vie élevé, être en pleine vie, avoir des projets, être vivant. Et puis on peut avoir 20 ans et avoir un état de vie très faible. Et puis ça peut fluctuer aussi, bien sûr. Mais donc, choisissons les réseaux, nourrissons-nous de lumière et aussi de choses plus dures. Rendons-nous compte de la souffrance de nos voisins internationaux et nationaux, et ne fût-ce que pour pouvoir être dans la gratitude. Comment choisis-tu ce que tu filtres? J'adore Médias Positifs, j'adore les vidéos sur les animaux, mais ce que je ne peux
pas du tout changé et qui... Je crois que c'est en fonction de ce que je ressens. C'est pas intellectuel. Il n'y a pas de ça mérite que je regarde ou ça mérite pas. Non. Mon référent, c'est ce que je ressens. Si c'est insoutenable, je zappe. Après, il peut y avoir des choses insoutenables auxquelles je m'intéresse, mais auxquelles je peux avoir un impact, et là, je vais regarder. Parce que je peux y faire quelque chose. Mais sinon, mais pourquoi est-ce que je vais m'auto-flageller si je peux rien y faire et que bon, voilà. Donc, je crois que c'est ce que je ressens, c'est mes limites, quoi. Ce qui peut être angoissant aussi, c'est que les jeunes ne recherchent plus vraiment le regard de l'autre, mais plutôt le reflet. C'est-à-dire, ils vont tourner des vidéos, etc., pour non plus avoir un retour véritable sur ce qu'ils manifestent, mais pour être likés. Ça se passe en cotation, en quantitatif, quoi. Dans les relations amoureuses, ça peut être pareil. Puis on rencontre quelqu'un, et parfois, ou peut-être souvent, d'ailleurs vous allez me dire ce que vous en pensez, on rencontre l'autre non plus pour faire une vraie rencontre, mais pour voir l'effet qu'on fait sur l'autre aussi. Miroir, mon beau miroir, dis-moi quel effet je fais sur toi, et puis après tu peux dégager. Est-ce qu'on n'entre pas dans quelque chose qui aime l'autre comme objet, non plus comme sujet, vraiment? Tu parles aussi d'un vide spirituel, c'est quoi? Le vide spirituel. Alors, avant, comme je disais, nous étions dans une société davantage empreinte de la religion. Maintenant, on remet en question les instances religieuses, Dieu aussi. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, chacun est relié à ce qui lui convient. Et on a peut-être bifurqué vers quelque chose de l'ordre de la psychologie positive et puis d'une nouvelle sorte de spiritualité. Et c'est bien, on réinterroge les croyances, les conditionnements. Il faut néanmoins être attentif, observer, de ne pas tomber dans un autre diktat, d'une psychologie positive où on est censé atteindre une sagesse, être heureux. Parce que ça pourrait avoir tendance à culpabiliser dès lors que nous ne le sommes pas. Ça fluctue les humeurs, les émotions, les événements de vie. Mettre la colère de côté, mettre l'ego de côté, pareil, un ego de côté. L'ego, il est toujours là. Je pense qu'il faut prendre soin de soi, justement. Parce qu'un ego dont on ne prend pas soin, c'est un ego, justement, qui prend toute la place. Pour qu'on prenne soin de lui. Donc, autant s'en occuper, prendre soin de nos manques, de ce qu'on ressent, de nos limites, etc. Mais pour après, laisser place à l'autre, justement. Être présent à l'autre. Donc peut-être qu'il faut faire du développement personnel pour ensuite arriver à du développement de l'impersonnel. Et puis pour aller à la rencontre de l'autre, pour que l'autre ne soit plus juste, que je ne sois plus en demande à l'autre de quel effet j'ai sur toi, quel reflet j'ai, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes ? Je dis ça, c'est pas pour dénigrer cette question, parce qu'on a tous besoin d'être aimés et on se pose tous la question à un moment donné ou à un autre de notre existence, mais l'autre ne va toujours nous donner qu'un effet temporaire. C'est un gouffre sans fin, du coup. J'ai parfois des patients qui me disent « Oui, mais finalement, j'ai pas des gros problèmes et donc je me sens un peu mal d'être ici parce que je me culpabilise. Il y a tellement pire. » Oui, enfin, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais est-ce que vous faites du mal en étant ici? Est-ce que vous faites du mal à quelqu'un? Bah non. Par contre, vous risquez de faire du bien, parce qu'au plus on prend soin de soi, au plus on se respecte, au moins on est en demande avide de ça à l'autre. Et du coup, plutôt que de demander sans cesse à l'autre si nous sommes aimables, eh bien nous pouvons nous intéresser véritablement à l'autre. Souvent, dans les quêtes amoureuses, on peut être pris, et j'ai été prise comme ça auparavant aussi, de nombreuses fois, à courir après celui qui fuit. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a la jouissance de rejouer des schémas. J'en ai parlé dans une autre vidéo, attirés par ceux qui nous détruisent. Il y a l'intensité aussi, c'est-à-dire que au lieu de scroller sur le téléphone, on s'embarque dans une histoire amoureuse compliquée parce que c'est mieux que le vide. Ça tient compagnie de se prendre la tête dans une histoire amoureuse tortueuse. Souvent c'est « oui, mais il m'a quand même envoyé un SMS hier, donc c'est qu'il tient quand même à moi. Je comprends pas pourquoi il était froid comme ça, et puis je comprends pas pourquoi il souffle le chaud et le froid. Je me demande quand même, mais est-ce qu'il tient à moi ou pas ?» Et à un moment donné, hormis toutes les considérations de l'autre, de ce qui lui appartient, de ses défenses perverses ou pas, etc. La question à se poser, c'est, tu te demandes tout le temps s'il t'aime, s'il tient à toi, s'il t'aime, s'il tient à toi, mais toi en fait, est-ce que tu l'aimes ? Et si tu l'aimes,
Ça a l'air si tortueux. Comment se fait-il que tu aimes quelqu'un avec lequel ou laquelle tu te sens aussi malmené? Au lieu de rejouer sans cesse le « est-ce que mon parent m'aime » à travers le gars ou la nana qu'on vient de rencontrer, c'est de se dire « mais c'est une illusion, tu rejoues un truc, t'auras pas réparation de ce manque ». Mais comment toi tu peux faire pour habiter ce manque afin de l'écouter véritablement et de le transformer en quelque chose de vivant? C'est-à-dire peut-être de choisir un partenaire qui sera véritablement présent de manière un peu plus stable pour toi, sans que tu le dénigres parce que tu sors de ta zone de confort. On sort aussi de cette société patriarcale, dominante, religieuse, et encore une fois, le débat n'est pas de dire si c'est bien ou mal, mais on sort de ça pour aller peut-être parfois vers un autre dictat culpabilisateur de « il faut être un bon parent parfait, il faut être heureux, il faut… Dites les gars, je suis humain déjà et j'ai pas demandé à l'être et à venir ici. Un peu de douceur, ce serait pas du luxe, hein? Non?